Bienvenue dans ce journal, mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous invite à suivre les détails de nos informations jusqu'à la fin. Au sommaire de cette édition, la requête de Jean-Louis Robinson, rejetée par la Cour électorale spéciale. Ce candidat avait exigé de la CENIT la suspension de la publication des résultats. Plus que 3000 bureaux de vote et tout sera bouclé pour la CENIT. Dans les résultats provisoires, l'écart se creuse entre les deux finalistes. Les agriculteurs craignent le pire cette année. Une baisse de la production de riz contre-saison est à craindre. Et enfin, à l'étranger, l'Assemblée nationale populaire de Chine a voté l'abolition des camps de rééducation par le travail et assoupli la politique de l'enfant unique. On commence ce journal par cette information que nous venons de recevoir à l'instant. La Cour électorale spéciale vient de rejeter la requête du candidat Jean-Louis Robinson sur la suspension de la proclamation des résultats partiels aux fins de vérification contradictoire des bulletins de vote non utilisés lors des élections, de confrontation et de vérification contradictoire des bulletins de vote utilisés. Faut-il rappeler que le candidat du parti AVEN, soutenu par Marc Ravalomanen, a déposé cette requête face à plusieurs suspicions de fraude massive lors des élections présidentielles du 20 décembre dernier. Et en parlant toujours de résultats provisoires, plus que quelques bureaux de vote, et la CENIT pourra enfin publier les résultats provisoires du second tour de la présidentielle. À 18h36, le taux de participation atteint les 50,63%. L'écart se creuse ainsi entre les deux finalistes et Radio Normapian est en tête avec 52,85% des voix, tandis que Jean-Louis Robinson obtient 47,15% des voix. Et comme je le disais tout à l'heure, plus que 15% des bureaux de vote n'ont pas encore transmis les résultats des élections jumelées du 20 décembre à la CENIT à Larui. À ce rythme-là, tout sera bouclé vers le début de la semaine prochaine. Mais pour l'instant, aucune date précise n'est avancée par cette entité pour la publication des résultats provisoires. En ce qui concerne les requêtes déposées par les candidats ou d'autres personnes, la CES affirme que seuls les résultats de certains bureaux de vote feront l'objet de confrontations et les réponses à ces requêtes seront données avant la publication des résultats. Armi Sarakoudbe et Yves Janel. Environ 64,97% des bureaux de vote ont déjà transmis les résultats du second tour de la présidentielle à la CENIT. Parmi les retardataires, la région du Vadva-Fitvunan, jusqu'à aujourd'hui, la CENIT n'a pu traiter que la moitié des résultats émanant des bureaux de vote ouverts dans cette région. Concernant les incidents signalés ici et là lors de ces deux élections jumelées, la CES a été claire. Seules les requêtes qu'elle reçoit dans le délai réparti seront prises en compte. Nous savons tous qu'il y a un délai à respecter, soit 15 jours après la proclamation des résultats provisoires par la CENIT. Pensez-vous vraiment qu'on peut refaire le comptage pour les 20 001 bureaux de vote? Et après, vous allez dire que la CES ne respecte pas le délai fixé par la loi. Nous allons seulement discuter des réclamations que nous avons reçues. La Cour électorale spéciale ne dispose plus que de 3 jours pour recevoir d'autres requêtes. Cette Cour qui garde la même méthode de travail dans le traitement de ces requêtes jusqu'à la publication des réponses. Nous n'allons rien changer dans notre méthode de travail. Nous allons garder les mêmes principes pour la présidentielle. Nous allons donner les réponses aux requêtes avant la publication des résultats définitifs. Date butoir du dépôt des requêtes concernant le second tour de la présidentielle et des législatives à la Cour électorale spéciale le 31 décembre 2013 à 17h.
Voilà pour les élections. Passons tout de suite à un autre sujet. Une baisse de la production de riz contre-saison est à craindre cette année. Si cela devait arriver, elle pourrait augmenter considérablement le volume de riz qu'aura importé la Grande Île. Dans les rangs des agriculteurs, on prie pour que la pluie ne s'abatte sur Antananarivo à quelques jours du début de la récolte. Une mauvaise météo pourrait détruire toute la production de cette année. Armisa Rakudbi, Yves Chanel. Louis Pierre se jette à l'eau une dernière fois avant le début de la récolte. Une dernière contrôle pour vérifier la qualité du riz. L'agriculteur semble plein d'espoir pour cette année, mais au fond, il prie pour que la pluie ne s'abatte plus sur Antananarivo dans les prochains jours. Dans le cas contraire, c'est toute une production qui sera détruite par le mauvais temps. Nous n'avons plus besoin de l'eau de pluie et surtout pas de grêle. Sinon, tout sera détruit par la grêle et il ne restera plus que de la paille. Louis Pierre espère obtenir de cette culture de riz contre-saison plus de 2 tonnes de riz, mais si la pluie se pointe à nouveau, il n'aura que 2 sacs de riz, soit 2 sacs de semences. Tous les ans, l'eau pose toujours problème dans la culture de riz contre-saison. Soit elle est abondante, soit elle se fait rare, ce qui influe sur le début de la culture et de la récolte. Peut-être qu'on ne pourra démarrer la récolte qu'au mois de février pour ce riz encore vert. Il y a eu du retard dans sa culture. L'eau est surtout difficile à gérer du côté de Bitsum Tatach. Le barrage érigé pour inonder ces rizières ne suffit pas aux agriculteurs. Des responsables auprès de la commune nous ont expliqué que c'est au niveau du Fartan qui bloque la construction de ce barrage. C'est tout le temps provisoire. On essaie juste de faire entrer l'eau dans les rizières. 20% du besoin local en riz provient de la production de riz contre-saison. À quelques jours du début de la récolte, seule une mauvaise météo pourrait baisser la production cette année. Dans la page sportive, coup d'envoi du championnat de Madagascar de judo hier. Le Palais des Sports et de la Culture Mamasn abrite cet événement sportif. Plus de 290 judokas émanant des 10 ligues régionales participent à ce championnat national. Reportage. Elie Norbert, un des meilleurs judokas malgaches. Habitué des compétitions internationales, ce jeune judoka évoluant dans la catégorie des moins de 66 kg participe à ce championnat de Madagascar. Interrogé sur l'avenir du judo malgache, Elie Norbert n'hésite pas à parler du manque de soutien accordé à cette épreuve sportive. Les Malgaches pratiquent le judo comme les Japonais, les inventeurs du judo. Or, d'après ce que j'ai vu là-bas, ils ont adopté maintenant un autre jeu de judo. Ils utilisent plutôt les bras et d'autres mouvements. Mais je peux vous dire que si les judokas malgaches obtiennent plus de soutien, ils iront loin. Aujourd'hui, la Grande Île dispose de plus de 10 000 judokas. Cette année, ils sont réunis grâce à ce championnat national. Un événement qui sert à mesurer le niveau technique des judokas malgré le problème de matériel. Nous avons toujours un problème de matériel. C'est le cas par exemple avec nos kimonos. Sur le plan international, on n'utilise plus que le kimono de couleur bleu et blanc. Mais il y a aussi le tatami. La plupart des ligues et des clubs n'ont pas ce matériel. Le manque de matériel et d'infrastructures, de grands défis attendent encore la Fédération malgache du judo pour maintenir le cap. Cette épreuve sportive qui a de l'avenir à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. La preuve, certains de nos judokas sont pressentis pour les Jeux Olympiques de 2014 à Rio, au Brésil. La fédération a déjà pisté certains judokas qui vont se préparer pour les Jeux Olympiques de Rio. Ils auront notre soutien. En parlant toujours de préparation, je pense que le dojo national sera opérationnel au plus tard au mois de février. Plus de 292 judokas
issus de 24 clubs et des 10 ligues participent à ce championnat national, l'événement sportif du week-end en Tananarive. Dans les actualités internationales, peut-être un début de solution dans le conflit au Soudan du Sud. Sous médiation africaine, le président Salva Kiir accepte le principe d'un cessez-le-feu immédiat avec les rebelles. Mais son rival, l'ex-vice-président, se garde de prendre pareil engagement. Il exige d'abord la libération de ses partisans. France 24. Plus de 200 000 civils ont déjà fui les combats entre les anti-Balaka, hostiles au président Michel Djotodia, et ses partisans, les ex-rebelles de la Séléka. Les forces françaises et africaines de la MISCA quadrillent la ville, mais leur tâche est immense. Aussi, nous sommes abandonnés, on ne sait pas, on appelle l'intervention de la Sangaris, les Sangaris ne viennent pas, et aussi les Burundais, MISCA, tout ça là ne viennent pas, on ne sait pas. On est abandonnés à notre propre sort. On n'a personne maintenant pour s'occuper de nous. Voilà, ils sont en train de tirer là. Face à ce sentiment d'abandon, de plus en plus de Banguissois s'arment pour se défendre eux-mêmes. La querelle politique a pris une tournure confessionnelle, des églises, des mosquées sont prises pour cible. Chaque nouvelle attaque avive les tensions entre les communautés. Ici, 3 musulmans viennent d'échapper à un lynchage. On les accuse d'appartenir à la Séléka. Des soldats français les protègent d'une foule ivre de vengeance. Je ne me suis jamais engagé dans la Séléka. Lui, c'est un chauffeur de taxi-moto. Jamais nous n'avons été dans la Séléka. Ils veulent nous tuer. Ils nous ont jeté des pierres. On est blessés. Ils n'ont rien demandé, ils ont dit « les voilà, les voilà ». Ils considèrent que tous les musulmans sont des bandits, mais c'est pas tous les musulmans qui sont des bandits, et c'est pas les chrétiens non plus. Malgré les violences, certains prônent encore la réconciliation. Oui, c'est possible. Avec la grâce de Dieu, nous, musulmans, nous n'avons pas de problème. Aujourd'hui, même si c'est ma mère qui a été tuée et tu me demandes pardon, eh bien, je vais te pardonner, pas de problème. Mais en attendant la paix, jour après jour, à Bangui, l'exode suit son cours. En République centrafricaine, c'est toujours le chaos. Des tirs retentissent ici et là dans Bangui, de quoi alimenter l'extrême confusion qui y règne. Ainsi que la situation ne cesse de se dégrader, le nombre de déplacés continue d'augmenter autour de l'aéroport de Bangui. La zone est maintenant sous le contrôle des militaires français de l'opération Sangaris et celle des Africains de la MISCA. Reportage. C'est une ville qui a surgi aux abords de l'aéroport de Bangui en à peine 3 semaines. Il serait 100 000 ici. Chaque jour, de nouveaux Banguissois arrivent pour fuir les violences. Une clinique de fortune a été montée par Médecins sans frontières. Ce qui me frappe ici, c'est qu'on est juste à côté de l'aéroport, dans la capitale. C'est vraiment accessible pour toutes les organisations et il n'y a personne. Au service pédiatrie, les files d'attente sont interminables. Oui, il souffre du paludisme, du grippe et puis il est fatigué. À côté, c'est la maternité. Ce père a vu son premier enfant naître ici, il y a quelques heures. C'est un bébé qui est né en pleine guerre, dans un moment qui est vraiment difficile même à gérer. On n'a rien, pas d'argent, il n'y a rien en fait. Y a rien. Ici, c'est le coin où l'on rassemble les enfants qui, dans la panique des affrontements, ont perdu la trace de leurs parents. Parfois, on arrive à les ressusciter aux parents. Parfois, 4-5 passent la nuit aussi ensemble avec nous. Avec l'arrivée de chaque nouvelle famille dans le camp, la situation humanitaire empire dans cet endroit qui ne ressemble à aucun autre aéroport au monde.
Au Liban, Beyrouth, la capitale, a vécu hier une journée de terreur avec l'assassinat de Mohamed Chatta, proche conseiller de Saad Hariri, leader du mouvement anti-Hezbollah, et à Bachar al-Assad. Les condamnations tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays se sont multipliées. La France dénonce un lâche attentat, les USA une perte terrible, le Qatar et la Jordanie condamnent aussi cet attentat. Le Koweït et l'Arabie saoudite de leur côté déconseillent à leurs ressortissants de se rendre au Liban. L'attentat intervient à moins de 3 semaines du procès des assassins présumés de Rafik Hariri, tués selon le même mode opératoire en 2005. Promise il y a plus d'un mois par les autorités, de réformes emblématiques viennent d'être formellement adoptées en Chine. Le comité permanent de l'Assemblée nationale populaire, la plus haute instance législative du pays, a voté l'abolition des camps de rééducation par le travail et assoupli la politique de l'enfant unique. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous souhaite de passer un excellent week-end dans notre compagnie. Au revoir.